Bonjour à tous, bienvenue dans la pause produit. Je suis Peter, cofondateur de Yeta, un collectif produit. Chez Yeta, nous aimons les moments authentiques avec une touche de funky. Alors quoi de mieux que de faire une pause pour en avoir? Je vous propose qu'on partage un moment avec des personnalités du monde du produit qui viendront nous parler de leurs réflexions, de leur vision, leurs interrogations ou tout autre sujet qui leur tiennent à cœur. Alors on se fait un petit café, on se fait une pause. Bienvenue dans la pause produit. Bonne écoute. Bienvenue, Olivia, dans la pause produit. Merci. Très content de te recevoir. Merci à Pauline. Je le dis pas souvent, mais merci à Pauline de nous avoir mis en relation, puisque vous étiez... Enfin voilà, vous vous connaissez tout simplement. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de design dans le monde bancaire, mais surtout de comment, de par où tu es aujourd'hui au Crédit Agricole, comment justement le design va aider à... transformer cette culture très projet. Alors, je vais peut-être rentrer dans les clichés, mais très bancaire, projet, mais etc. C'est vrai, structuré. c'est une réalité, je confirme. Voilà, de se dire, hop, c'est carré, à le design par ses concepts très produits, très, en tout cas, amené à aller chercher cette valeur, avoir cette note vision derrière. On va commencer par là. Enfin, je vais commencer. C'est très bien résumé, parce que c'est du bon teasing. Comme d'habitude, pour permettre un peu aux éditeurs de te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas, en tout cas, si tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce que tu fais. Qui suis-je ? Ouais, qui suis-je Oui, avec plaisir. Eh bien, moi, du coup, je suis là chez Crédit Agricole CIB. Donc, Crédit Agricole CIB, c'est vraiment la banque d'investissement du Crédit Agricole. C'est vraiment une entité spécifique. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas la banque d'investissement, parce que c'est peut-être pas mal de faire une toute petite aparté. Tu as raison. C'est vraiment tout ce qui va être principalement tous les prêts bancaires qui sont faits, mais pas à des particuliers, à des grosses entreprises, notamment. Voilà, donc c'est tout un écosystème de gestion de prêts, on va dire, au sein de la banque, pour résumer très grossièrement. Voilà. Ouais. Donc, chez Crédit Agricole CIB, qu'on appelle plus communément CACIB. CACIB, ouais. Voilà, pour les intimes, on va dire. C'est ça, c'est vrai. Donc, CACIB, en fait, donc chez CACIB, on a un petit studio qui s'appelle Pure Pixel, qui existe maintenant depuis 4 ans. Donc, je ne suis pas à l'initiative de ce studio pour la création. C'est Éric Besançon qui à l'époque, a créé ce studio. Moi, j'y suis arrivée il y a 2 ans, maintenant, quasiment tout juste. Et depuis maintenant 2-3 mois, j'ai repris la tête officiellement de ce studio. Voilà. Mais en 2 ans, on va dire que le studio il a pas mal évolué, puisqu'on est passé de 5-6 designers quand je suis arrivée à presque 30 designers aujourd'hui. Voilà. Trop bien. Donc, ça fait boum. Voilà. Ah ouais. Et donc, dans ce studio, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait ? On est principalement amené à concevoir des applications, des solutions pour les métiers de CACIB. Okay. Donc, c'est dans la perspective de transformation, de digitalisation de l'entité. Donc, nous, on accompagne, on va dire, tous les métiers. On est rattaché à l'IT, mais on accompagne les métiers de CACIB pour concevoir des nouveaux outils pour évidemment leur faciliter la vie au quotidien. Voilà. Non, mais trop bien. Et ce studio, donc, il a vocation plutôt design, dev, c'est... Alors, nous, on fait que du design. Okay. Il n'y a pas de développeurs. On avait jusqu'à présent un design system qui était rattaché à nous, mais on a créé ce design system CACIB. Aujourd'hui, il n'est plus directement rattaché au studio, mais on continue à travailler en étroite collaboration avec les équipes. Mais on a créé, en tout cas, un design system propre à CACIB pour appliquer ça sur nos applis. Mais il n'y a que du design, pas de développement. Ok, trop bien. Donc ça, c'est la genèse. Voilà. Ça, c'est la genèse. C'est qui tu es. Le contexte, justement, CACIB, projet, on l'a dit, projet, produit, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu un état des lieux, comment ça s'est passé en 2 ans, etc. Alors moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que je suis pas à ma première banque. J'étais avant chez Société Générale, notamment. J'ai fait une petite période de consultant où je suis passée par d'autres banques aussi. Donc, disons que j'ai un peu un historique. C'est pas pour rien que je suis estampillée banque assurance aujourd'hui, parce que voilà, je suis un peu passée par tout ça. Donc forcément, quand je suis arrivée chez CACIB, j'ai regardé un peu comment ça se passait. Et le constat était que, il y avait quand même du boulot, dans le sens où c'était, et c'est encore un peu aujourd'hui, on est dans des démarches qui sont quand même assez old school, on va dire, très orientées projet, comme tu le dis, voire même un peu cycle en V, même s'il y a une volonté de mettre en place un état d'esprit, un mode de travail un peu agile, mais calqué sur du safe, mais qui,
je dirais, est encore un peu pollué par les aspects cycle en V et les habitudes un peu à l'ancienne de très silotées, quoi. Ok, tu sens que le step à vraiment faire le switch est plus long, la culturation est plus longue. Ouais, complètement. Et donc moi, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait donc un tout petit pôle de designers qui intervenaient à droite à gauche sur différents sujets. Et ils étaient encore quand même très, très associés à ce fameux rôle de graphiste que tous les designers connaissent et qu'on adore. Marketing, des prints. J'ai été graphiste à une époque, donc je n'ai rien à dire là-dessus, mais voilà, c'était avant. Donc c'est vrai qu'il y avait, c'était très associé à du delivery, à de la conception, plutôt qu'à une démarche d'accompagnement orientée, on va dire, collaboration, centré utilisateur, voire même produit. Alors là, c'est encore un autre sujet. Là, la dimension produit, j'ai envie de dire, on y était encore plus loin. D'accord. Donc je dis pas qu'aujourd'hui c'est mieux, mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment très très compliqué. Petit aparté, quand tu dis une dimension produit, ça veut dire quoi pour toi ? Tu vois, quand tu dis produit, on dit projet, effectivement. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est peut-être pas la même notion pour tous, mais... Ouais, t'as raison, parce que c'est un peu un mot valise des fois. Ouais. Et justement, c'est un bon test pour voir si je sais de quoi je parle. Donc, non, en effet, quand on parle, en tout cas, dans le cadre de nous, dans nos projets, quand on parle de dimension produit, c'est vraiment comprendre pourquoi on fait les choses. Ouais. Pour qui, pour apporter quelle valeur, et pour, je dirais, apporter pour générer quel impact, tant pour nos utilisateurs, qui sont des métiers et des gens sur le terrain, que aussi d'un côté business pour Cassip, quoi, parce que c'est bien, on fait une transformation digitale, on veut faire des super outils sophistiqués qui vont faciliter la vie des personnes, mais il faut aussi savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça doit apporter derrière. Donc nous, l'idée, c'était plutôt que de nous dire, oui, fais-nous des jolies maquettes pour concevoir un super prototype et qu'on ait une super application derrière. C'était plus de, petit à petit, rentrer dans... OK, pourquoi on fait ça ? Et les amener à définir un peu une vision aussi à long terme et peut-être aussi à plus court terme pour qu'on commence un petit peu le chantier, quoi. Hyper clair. Je partage la même, bon, définition. J'ai répondu à la question. Je sais pas si je peux être juge, je n'ai pas la prétention, mais OK. Quand tu arrives justement dans ce studio, d'ailleurs, c'est marrant d'avoir appelé studio. Pourquoi cette volonté de... C'est une bonne question. Ouais, parce que je trouve que du coup, il y a encore cette appellation un peu graphique, marketing, maquette. T'as raison. On met ça de côté, on délivre, on sous-traite un peu, on sous-traite cette partie-là et puis on voit le résultat, quoi. C'est vrai, non mais t'as raison. C'est peut-être mon passif de créa et directrice artistique d'il y a très longtemps. Mais non, en fait, quand je suis arrivée, c'est vrai que c'était déjà l'appellation qui était donnée. À Pure Pixel, parce que c'était petit, je pense, et puis parce qu'on était un peu... alors, je pense qu'il y a aussi derrière la notion de studio dans un grand groupe, il y a aussi cette notion un peu de village gaulois. Trop bien. Où je pense qu'il y a aussi ce côté où, déjà, le design dans un monde bancaire, c'est un petit peu... un peu particulier, mais c'est aussi que forcément on est là pour je dirais apporter aussi des démarches qui sont un peu qui vont casser un petit peu certaines habitudes. Donc c'est vrai que on est c'est vrai un petit village gaulois, peut-être qu'on devrait s'appeler le village gaulois Pure Pixel, je ne sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui encore plus avec cette dimension produit qu'on souhaite mettre en place et sur laquelle on souhaite contribuer avec les équipes. Je pense que oui, on marque encore plus notre différence et on a plus ce côté encore, je dirais, village gaulois. Trop bien. J'aime bien cette expression mode village gaulois. On en parlait off, c'est pour ça que je le redis. J'aime beaucoup ce côté village gaulois. Ça marche, très clair du coup. Et dans justement après je vais pas dire l'intervention, mais votre manière de travailler justement, parce que en étant ce village gaulois, ça veut dire nouvelle culture, nouvelle manière de faire, nouveau process, donc acculturation, enfin plein de choses qui vont chatouiller, piquer, déranger. Comment vous arrivez, comment ça se passe justement avec les métiers Ouais. Alors, faut se dire qu'aujourd'hui, même si c'est mieux en matière d'image de ce qu'on produit et de ce qu'on apporte, on est quand même globalement dans un contexte très orienté delivery, donc on est encore quand même très associé à des maquettistes. C'est pas encore Donc forcément, quand on arrive dans un contexte où déjà les gens, pas toujours, mais
la plupart du temps, ont une vision très préconçue de ce qu'on va faire. D'accord. Et de ce qu'on va apporter. Donc, faut arriver, c'est là où il faut la jouer un peu fine, c'est-à-dire leur expliquer que, bah oui, on fait en partie ça, mais qu'on fait aussi autre chose et que leur intérêt, si justement ils veulent une appli qui soit pérenne, qu'on évite de tout casser en cours de route ou dans 6 mois, c'est que justement on intervienne au plus tôt et que on contribue un peu à, je dirais, cette réflexion autour de ce qu'on disait un peu orienté produit, pourquoi on le fait, pour qui, pour répondre à quoi, générer quels impacts, etc. Et aussi derrière toute la démarche un peu classique du designer qui va être de réfléchir comment on fait quelque chose de vraiment centré utilisateur, adapté à leurs besoins, etc. Donc nous, en fait, quand on arrive, on doit la jouer un peu fine parce que il faut arriver à les onboarder, les embarquer un peu là-dedans, tout en froissant pas trop non plus les susceptibilités, parce que si on arrive d'entrée de jeu en disant « Ah non, mais attendez, nous, on fait pas que des maquettes, hein, on fait ça et on va faire comme ça », dans un contexte comme ça, forcément, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un gros sujet de pédagogie. Hein. J'ai pas envie de parler forcément d'évangélisation, parce que ça aussi, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et ça veut plus dire grand-chose non plus parfois. C'est vraiment, nous, je dirais, de la pédagogie, dans le sens où il faut qu'on leur explique comment on travaille et en quoi notre rapport, autre que sur des maquettes, va aussi contribuer à faire que leur produit va fonctionner dans le temps et va éviter qu'on va devoir revoir ou casser des choses et qu'on est là pour apporter du plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, je pense que la difficulté, c'est justement d'arriver au bon moment, d'être en amont, en construction et pas, voilà le cahier des charges en mode studio, voilà ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est ça. Donc ça, c'est l'autre sujet où là, bon, moi, j'ai un rôle à jouer aussi. Hein, donc mes équipes m'aident beaucoup, notamment les leads. Hein, il y a 5 équipes avec 5 leads. Mais j'ai aussi un rôle à jouer là-dessus pour, en amont, quand je vais prendre un brief d'un projet, enfin comprendre d'entrée de jeu, leur expliquer, attention, si vous venez nous voir, déjà comprendre pourquoi ils viennent nous voir, et puis derrière leur expliquer un petit peu comment on contribue, comment on collabore avec eux et comment on les embarque en fait avec nous dans notre démarche, parce que c'est pas juste du silo, c'est on travaille ensemble quoi dès le départ. Ok, ouais, donc ça c'est forme un peu prospection, hein, presque. Oui, mais complètement. Quand on est un petit prospection, Quand on est un petit village gaulois, on est un petit studio et une petite agence. Ouais. Et donc forcément, faut aller chercher du business. Ouais. Ok, ouais, je comprends bien. Au début, ça a été compliqué. Enfin, est-ce que moi, je peut-être direct. Est-ce qu'il y a eu un côté est-ce qu'il y a eu des décisions un peu top management des sponsors qui ont pris des décisions de tout doit passer par le studio ou pas, ou pour vous aider dans cette démarche-là? Est-ce que ça a été... Oui. Alors ça, c'est un point important. Tu as raison de souligner ça parce que depuis maintenant 1 an et quelques, on a un appui fort quand même. De la direction de l'IT, en tout cas de Cassib, qui considère qu'on est reconnu pour ça, donc ça c'est quand même positif, ça veut dire qu'on a fait nos preuves, et que tous les projets Cassib, en tout cas, qui nécessitent des interfaces, une fois la partie front en fait, de toutes les applications, doivent de toute façon passer par nous. Donc ça, déjà, ça nous a donné une forme de légitimité qui nous a donné du poids et qui nous permet aujourd'hui maintenant d'aller, je dirais, un cran au-dessus et de pouvoir un peu, d'entrée de jeu, quand on arrive sur un projet, challenger un peu ces équipes-là, demandeuses, et essayer de, justement, les accompagner d'une autre manière que juste faire des maquettes. Alors là, quand je parle de les accompagner d'une autre manière, c'est aussi voir comment on parlait de contribuer à la vision produit. Donc comment on arrive justement, pourquoi c'est important pour nous de rentrer dans ce jeu-là, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de Cassib, la plupart des PO, des PM, tous ces rôles qui sont écrits en tant que tels sur la feuille, dans la réalité, ne sont pas des gens qui sont aujourd'hui, je dirais, suffisamment à l'aise pour l'incarner. Donc, aujourd'hui, on a aussi, nous, une carte à jouer assez intéressante, une opportunité, on va dire ça comme ça, de pouvoir les amener à, je dirais, les embarquer et un peu les accompagner sur un certain nombre d'ateliers pour justement travailler en mode produit pur. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes leads, c'est
bah, vous n'êtes pas que des lead designers, vous êtes aussi des coachs produits. Vous avez un rôle à jouer là-dessus, surtout que la plupart sont quand même très sensibilisés sur ces sujets, que ce soit la discovery, que ce soit... Voilà. Donc, du coup, on a, je dirais, plutôt que de subir des fonctionnements qui sont peut-être pas suffisamment matures en matière de produits, bah, c'est nous, comment on arrive finalement à, je dirais, prendre cette place-là de façon assez fine, en les embarquant avec nous, en les faisant collaborer et en essayant de justement les faire mûrir aussi sur cette notion-là. Ok, donc là on est dans le cœur du sujet, c'est le design, c'est justement les équipes design qui amènent cette culture produit, cette transformation projet. Comment c'est perçu justement vis-à-vis des PO, des PM? Je pense que c'est surtout des PO, j'ai le sentiment là. Comment c'est perçu? Alors c'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que il y en a qui comprennent pas toujours parce que il y en a qui nous perçoivent comme des graphistes. Et puis, il y en a certains qui... Ah oui, bah ça, c'est les grands groupes. Enfin, moi, je l'ai toujours vu. Hein. Oh, cette étiquette qui reste, c'est dingue. Donc, ça commence à s'atténuer. Mais voilà, on a quand même toujours un peu ça. Mais alors, donc, certains le comprennent pas toujours. Et puis, c'est pas tant les PO, c'est parce que chez nous, alors, il faut comprendre qu'on a une organisation un peu spéciale. En dessous des PO, il y a ce qu'on appelle des BA, des business analysts. Encore un truc un peu spécial. Qui sont, je dirais, un peu les petites mains des PO et qui, du coup, c'est des rôles qui rentrent un peu en rivalité avec les nôtres parce que, de base, ce sont des gens qui aiment bien prendre tous ces sujets de exploration, discovery, recueil du besoin, etc. Donc, c'est plus avec eux, en fait. On a parfois une forme de confrontation, rivalité, où il faut arriver à se les mettre un peu dans la poche en leur expliquant que non, il n'y a pas de rivalité. On a besoin de vous sur un certain nombre de points que vous maîtrisez parce que vous êtes... vous représentez la voie du métier, des choses que techniquement, nous, parce que c'est quand même des métiers techniques, on ne maîtrise pas. Donc, c'est plutôt voir comment on va créer une forme de collaboration, une forme d'altérité, pour très vite arriver à enclencher un fonctionnement où nous, on va apporter cette brique d'atelier, de réflexion orientée produit, avec eux, leur connaissance métier, qui va être très complémentaire. Des fois, c'est pas toujours facile. Parce que eux disent « Ah mais non, c'est mon travail, j'ai pas envie que vous vous en mêliez. » Bon voilà, on a des sujets comme ça. Oui, t'as des écueils d'ego, t'as des écueils de positionnement qui sont OK. Mais globalement, je trouve qu'on arrive plutôt pas trop mal en ce moment à les embarquer là-dessus, surtout dans les très gros projets stratégiques où il y a des équipes qui sont là qui se construisent et qui durent, qui restent ensemble pendant un bout de temps. Donc il y a une forme aussi de lien qui se crée et ça c'est très important. Et une forme de confiance aussi qui se met en place et qui fait que du coup, petit à petit, on apprend à travailler ensemble et ça fonctionne. Ok. Pourquoi ça vient du design ? Pourquoi cette transfo, elle a été... peut-être qu'il y a une carte à jouer, vous avez pris tant mieux, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de... Enfin, c'est ce que je disais, personne ne maîtrise la notion je dirais, de produit chez nous. Personne. Donc, c'est un peu un constat que j'ai fait en 2 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, on n'a pas de... Il y a des coachs, mais c'est des coachs agiles. Alors, je dis pas que les coachs agiles, il y en a qui font les deux. Mais là, on a principalement des coachs agiles qui sont sur des sujets purement d'organisation et de méthodo pure et dure, sans forcément prendre cette hauteur qu'on demande quand on construit un produit. Donc, et qui sont là de façon très ponctuelle. Donc, du coup, c'est du fait que nous, on se retrouvait à un peu subir et être tout le temps relégué à faire des maquettes et à faire du delivery en masse, la question qu'on s'est posée, c'est mais comment on peut faire valoir et comment on peut prouver aussi qu'on a un impact ? On s'est dit, comme on n'a pas aujourd'hui de personnes qui sont capables de faire ce travail-là, si nous, on essayait de le faire. Et petit à petit, on a commencé à, je dirais, expérimenter, tester le principe, en faisant des ateliers, plutôt que faire des ateliers purement UX, comme on a l'habitude de le faire, de commencer très en amont à faire des ateliers vraiment autour de la vision, de voir comment on pourrait mesurer aussi ce qu'on produit, mais pas que sur des mesures purement design, des mesures qui sont vraiment autour du produit, voir vraiment l'impact que ça a. Et le fait que c'était quand même de plus en plus adopté, ça nous a donné un peu raison, on va dire, et on s'est dit, allons-y, mais en fait, c'est vraiment une opportunité. C'est une prise de hauteur où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à subir la notion de delivery et à produire des maquettes ? Ou est-ce qu'on essaye de saisir l'opportunité, puisqu'il n'y a personne, aujourd'hui, qui est capable de faire du produit ? Est-ce qu'on le fait, nous ? Voilà. Non, mais hyper intéressant. Est-ce que tu sens que ça fait des petits ?
d'autres petits villages gaulois? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses où tu es surprise en disant « Oh, ils en font tous... » Enfin, font tout seuls, c'est peut-être exagéré. Mais tu vois, pas... Ouais, de façon autonome, tu veux dire. Ouais, un peu, c'est exactement. Ouais, non. Alors, non, on n'a pas encore ça. Je pense que c'est un peu tôt, parce que ça fait pas très longtemps qu'on fait ça. Ça fait depuis un an, vraiment, qu'on a vraiment enclenché le truc. Il y a pas encore d'initiative, je dirais, qui sont prises dans ces équipes. Ils ont encore quand même besoin qu'on soit présent. C'est encore fragile. C'est aussi fragile pour nous parce que on est constamment un peu sur le fil du rasoir. À tout moment, on pourrait basculer dans le delivery parce que à tout moment, on peut avoir quelqu'un qui un enjeu n'est plus, business, machin, un truc. Voilà, ouais, c'est ça. un enjeu de timing, de livrable, enfin on va dire de planning. Le planning, ouais. Bon, donc non, aujourd'hui c'est encore un peu fragile. Je pense que c'est pas encore, on n'a pas encore atteint ça. Ok. Et est-ce que vous avez commencé à faire une espèce de framework type ou un truc en disant un nouveau projet arrive, prérequis ça ou c'est en cours. Ouais. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Hein. On se voit régulièrement, une fois par mois, entre leads, justement, pour prendre cette hauteur et travailler sur des sujets un peu stratégiques. Ouais. Donc, justement, on est en train de définir des KPI types, des KPI, ou même, on aimerait bien aller sur le niveau OKR, mais volontairement, pourquoi on fait pas de l'OKR? Parce que on sent que même à ce niveau-là, ils sont pas encore prêts. Okay. Donc on s'adapte. Voilà, c'est ce que je dis. C'est là où on s'adapte un petit peu au contexte. Mais on va dire qu'on est en train d'essayer de définir des indicateurs qui nous permettent d'intégrer dans ces projets des mesures qui vont parler à tout le monde et qui vont permettre aussi de montrer l'impact qu'on a sur ces produits quand on y contribue, quoi. Ok, trop bien. Mais c'est en cours. Non, effectivement, ouais. C'est encore tout jeune. C'est encore le village gaulois aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, en même temps, c'est pas plus mal. Non, mais trop bien. Justement, au sein de ce studio, comment c'est perçu les équipes? Enfin, est-ce que des fois il y a un essoufflement ou pas? Est-ce que il y a toujours, même dans les personnes avec qui tu es, tu parlais de tes leads et autres, ils sont tous dans cette même mouvance de dire on veut transformer, changer les choses ou... Oui, alors, voilà, après, c'est eux qui seraient encore mieux placés pour te répondre, donc je vais essayer de faire la réponse de ce que je fais. Allez, on les fait rentrer dans la pièce. Ouais, il va y avoir du monde là. Hein. Ouais. Mais oui, non, alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une forme de synergie qui est là. Ouais. Il y a une espèce de dynamique qui est en place entre les leads, mais pas que. Je pense que ça fait partie de la vision et des ambitions qu'on partage ensemble. Ouais. Après, évidemment, cette vision, je l'ai posée sur la table, mais la vision, elle n'a que de sens si tout le monde la partage et si on la co-construit, on la fait grandir ensemble. Donc, c'est aussi un peu les règles du jeu. C'est, voilà, il y a ça, mais vous avez le droit de me dire que c'est complètement débile ou hallucinant et qu'on peut pas le faire. Donc, c'est ce qui fait aussi que je pense que tout le monde s'y retrouve. Et puis parce que il y a cette volonté aussi de montrer que on n'est pas que des designers, on est capable de faire bien plus que ça. Et aujourd'hui, un designer, c'est pas juste quelqu'un qui fait une belle expérience, un beau parcours, etc. C'est pas pour rien qu'on parle maintenant de product designer aussi. Hein. Il y a cette notion vraiment très transverse qui va au-delà de l'UX UI classique, quoi. Mais je suis entièrement d'accord. Et même des fois, la frontière entre PM design, elle peut être hyper... je pense à la discovery. Des fois, on a du mal à se dire quel est le rôle, quel est le nom, mais ça, je pense que c'est un côté peut-être français de mettre une étiquette sur beaucoup de choses de métiers et puis de se dire on est dans un cadre et c'est celui-ci. Mais je trouve que la frontière, elle devient hyper mince. Et même, ça me fait poser des questions aussi sur les écarts de salaire, parce qu'il y a des écarts de salaire aussi entre PM, des fois pas justifiés ou c'est deux métiers différents. Bref, je fais une aparté complètement. Ouais, mais je te rejoins parce que c'est important ce que tu dis, parce que je pense qu'on est dans une phase aussi où il faut anticiper un peu l'avenir. Ouais. Les IA, on en parle beaucoup. Après, on sait pas trop ce que ça va donner, mais ne serait-ce que sur la partie de production, moi, je reste convaincue qu'on va dans le sens où la production va être de plus en plus industrialisée, voire peut-être un peu automatisée avec tous les logiciels qu'on a aujourd'hui, etc. Du coup, ça pose la question de comment le designer, il évolue là-dedans. Et donc, c'est vrai que ça rejoint la question de le product designer et le PM. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Néanmoins, ce qui est intéressant, et nous, quand on est face à des vrais PM, parce que des fois, ça existe quand même, on pose très vite la question de, OK, comment on se complète
toi et moi. Comment on travaille ensemble pour que justement, d'entrée de jeu, il y ait une force de frappe qui soit là et qu'il y ait une vraie synergie. Si on se marche pas dessus, Exactement. effectivement, on peut peut-être tous les deux, on est capable de faire la même chose. Tout à fait. Mais ok, comment serait un rôle de responsabilité en fait. On arrive à ça. Ok. Plutôt que je suis PM et toi tu fais les maquettes. Voilà. Donc ça, donc ça pose la question. Donc c'est pour ça aussi. Là, tu vois, le fait de voir comment, ici chez nous, d'entrée de jeu, le rôle du designer, du product designer, est un peu différent peut-être de ce qu'on peut voir dans d'autres contextes. Ouais. C'est aussi une façon d'anticiper l'avenir et de se dire, demain, surtout dans ces grosses boîtes-là, le jour où on peut tout industrialiser en matière de production, que ce soit le développement ou le design, tu peux te dire que ils seront bien contents de se dire, on n'en a plus besoin. Donc, faut voir comment on se renouvelle aussi là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. Alors après, je pense que c'est dans le delivery que ça va beaucoup aider, mais dans le tout l'amont, je maîtrise pas encore assez ces sujets, mais je vois pas comment on retire. Enfin, on aurait une IA qui nous ferait de la discovery, quoi. Enfin, c'est une question après, je pense, d'exigence. Le problème, c'est que parfois, dans certaines grandes structures, on est tellement sur le profit et le coût que on va parfois se contenter de choses potentiellement médiocres qui vont peut-être devoir être cassées dans 1 an, 2 ans, on est d'accord, mais bon, comme parfois on se projette pas sur du long terme, qui fait que on peut peut-être, enfin moi j'exclus pas que certaines sociétés puissent se satisfaire de choses, voilà, ça passe, mais ça permettra de réduire les coûts en matière de, tu vois, de personnes. Non, mais de personnes, d'actions, de rôles, et effectivement, Enfin, c'est un risque, je dis pas que c'est avéré, non, mais c'est un risque, on sait pas. Parce que moi, c'est le constat que j'ai dans ce type de structures qui sont quand même très financières. Et on n'est pas à l'abri. Et on n'est pas dans le cœur de métier, surtout. Ouais. En fait, ça me fait réfléchir. Non, ça me fait. Tu m'as fait un vrai truc de réfléchir. Je me dis, c'est pas cœur de métier. Oui, mais indispensable à ce que le cœur de métier. Je vais dire rapporte, mais en tout cas, apporte justement cette valeur-là. Et comme aujourd'hui, on est dans une recherche, je trouve, on n'est plus dans OK, on délivre, c'est cool. On est vraiment dans sa recherche de valeur, d'impact, de différenciation, etc. dans ce qu'on va produire. Et ça dépend. En fait, ça dépend où. Parce que quand tu fais des applications internes, t'as pas les mêmes ambitions que quand tu fais de l'application pour l'externe. Donc, à voir. Mais tu vois, l'avenir nous le dira. On ne sait pas le dire. Mais c'est vrai que là, on est en train d'ouvrir une porte où on ne sait pas. Qui peut nous emmener sur un truc, je ne sais où. Il faudrait des petits commentaires. Bon, alors c'est ça, on y va pas dessus. Ok. Tu parlais de la vision produit, la vision du studio, en tout cas, que vous avez fait ensemble. Est-ce qu'elle est partagée ? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé aussi dans le groupe, sur les projets, etc. Pour que... parce que je trouve que c'est un super moyen déjà aussi commencer à communiquer et d'expliquer le rôle, etc. et de sortir dans ça. La question elle est un peu longue, mais du coup, est-ce que ça aussi vous le partagez avec ça ? En fait, on est là depuis, tu vois, maintenant qu'on a un peu, je dirais, officialisé le principe et qu'on a testé et validé un peu ça, parce qu'il fallait qu'on expérimente pour s'assurer qu'il y ait du potentiel, même si tout n'est pas encore rose, mais voilà, on voit qu'il y a du potentiel et qu'il y a une place à prendre, en tout cas. Aujourd'hui, oui, là, il y a, tu vois, là, en ce moment, depuis quelques mois, on est en plein dans une phase où on rencontre les codires de chaque, je dirais, département de l'IT, en tout cas de Cassib, pour justement expliquer notre nouvelle façon de travailler. Parce que jusqu'à présent, ils nous ont perçus, effectivement, quand le studio s'est créé d'une certaine manière. Aujourd'hui, on leur explique qu'on travaille différemment avec des preuves à l'appui, puisqu'on a testé et approuvé, je dirais, ce principe-là sur des projets, des produits sur lesquels on a travaillé. C'est trop bien. Donc, on est en train de faire ça. Après, là, on est en train de voir comment, je dirais, à un niveau un peu plus large, on pourrait peut-être initier quelques petits événements, des choses en interne, pour que les gens puissent peut-être même venir expérimenter. Parce qu'on sait que ça marche comme ça, surtout dans les équipes produits où ils ont besoin de pratiquer pour croire, et ça se comprend, c'est des choses sur lesquelles ils sont pas forcément à l'aise ou avec lesquelles ils sont pas familiers. Donc on essaye de voir si on pourrait pas créer justement, et je pense que ça va être notre deuxième objectif là, vraiment des petits événements en mode atelier, entre midi et 2, des choses pour que les gens puissent venir et pratiquer, et ce qui sera un moyen à la fois de nous faire rayonner en tant que pôle design, etc., mais aussi sur les pratiques, quoi. Et est-ce que demain, il y a aussi une volonté de se dire OK,
on a des product designers, des lead designers dans le studio. Je dis beaucoup on, mais vous avez beaucoup de... T'inquiète, c'est très bien. de design, d'avoir des personnes un peu, je sais pas, coach produit, PM, pour aider à faire monter en compétences ou prendre des sujets où il y a peut-être qu'un business analyst, enfin, tu vois. Ouais, mais c'est une question qu'on a en ce moment. Aujourd'hui, la plupart je dirais même des lead designers, ou même des designers, hein, c'est pareil. Il y en a qui prennent ce tournant de product designer, mais il y en a qui se disent product designer, mais qui sont encore très UX UI dans leur démarche, et qui du coup peuvent être un peu perdus dans ces démarches-là qui sont extrêmement transverses et qui demandent d'être très très agile dans le sens, faut être hyper flexible, quoi. Faut arriver à jongler, et c'est pas facile, hein, surtout quand on est junior, hein. Enfin là, c'est encore un autre sujet. Donc c'est vrai que on s'est posé la question de savoir si même demain, potentiellement nos leads n'auraient pas plutôt des rôles de PM ou de coach produit, puisqu'on est dans un contexte où, mais avec une sensibilité très, évidemment ouverte au design, mais comme on le disait tout à l'heure, PM et product designer sont quand même relativement proches, donc c'est pas exclu que demain, ce soit potentiellement des profils de type plus product manager, voire coach produit, qui pourraient être amenés à, l'idée des dispositifs de designer sur le terrain pour justement qu'il y ait une complémentarité un peu entre ces deux typologies de profils, et continuer et renforcer même sur le terrain cette forme d'accompagnement. Complètement. Et là, on peut parler d'évangélisation, parce que c'est un peu une croisade, quoi. J'ai pas osé utiliser le mot croisade, mais c'est le mot que j'ai en tête disant ça. Mais... Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Ok, on fait quelques petites banalités, c'est pas grave. Ok. Trop bien. Toi, tu en penses quoi justement de ça, de ces rôles? Je sais pas si on peut appeler ça un nouveau rôle ou pas. C'est une bonne question. Tu vois? Toi, comment tu... Moi, je trouve ça... Même toi, en tant qu'une âme de designeuse, de product, de lead, est-ce que demain, si on t'appelle coach produit, est-ce que ça me choque? Ouais, est-ce que ça... Non, jamais. En fait, c'est vrai que moi, ce que je dis toujours quand je vais dans les écoles aux étudiants, je leur dis, mais vous allez avoir plein de vie en tant que designer. Parce que, moi, quand je vois, il y a 20 ans... j'ai fait une école où on apprenait le print, on faisait du flash, on faisait de la DA, mais rien à voir. J'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard, le métier, c'est ce qu'il est aujourd'hui, et qui est hyper transversal, quoi. C'est devenu... Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi dans les étudiants que je rencontre, et c'est aussi un signe, c'est qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose de très transverse. La plupart ne veulent plus autant se spécialiser comme nous, on a pu le faire quand on était à l'époque, parce que c'était comme ça aussi. Hein. Il y avait pas... Donc, ça montre que je pense que oui, c'est, selon moi, mais c'est un point de vue, c'est une bonne trajectoire, et il y a quelque chose à creuser là-dessus, parce que de toute façon, le métier est clairement en train de changer, et va encore clairement évoluer. Donc après, le challenge, c'est comment on arrive à faire collaborer tous ces profils-là ensemble. Voilà, de façon complémentaire. Un PM avec un product designer. Voilà. Après, je pense qu'on appelle qu'on devienne coach produit, je pense que ça, après, à partir du moment où on a tous les mêmes, la même ambition, les mêmes envies, qu'on va, voilà. Après, c'est des compétences, on a des compétences, exactement. des dominantes. Ça, après, je pense que c'est très subjectif, au final. Et que, il n'y a pas... Ouais, ok. Après, tu vois, en t'écoutant, je pense que là aussi, ce que ça me fait poser, c'est est-ce que l'organisation est prête, en fait? Voilà, exactement. Est-ce que ton organe, elle est prête à assumer ses rôles par... Enfin, je pense que c'est surtout ça. C'est ça, exactement. C'est ça, en fait, mais c'est tout à fait ça, c'est ce que tu dis, c'est les termes, faut faire très attention en plus, parce que tu vois, dans l'exemple que je disais tout à l'heure, les gens nous projettent comme des graphistes. Si on met le mot designer, égale graphiste pour certains. Pour d'autres, ça va être « il va nous faire des parcours ». Enfin voilà, donc il faut faire très attention dans ces grands groupes-là, où encore une fois, c'est pas le cœur de métier, c'est vu d'une façon un peu cliché parfois, où il faut bien choisir les termes qu'on va associer à telle ou telle expertise ou activité, parce que ça peut être perçu d'une certaine manière, et comme on le dit, un PM pour nous n'est pas du tout... est très différent de ce que va être un PM dans une grande structure. Donc, il faut s'adapter au contexte, en fait. Mais en même temps, il faut expliquer quand même. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. D'autant plus quand on a des contextes
quelques milliers de personnes, d'organisations, de sites. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi qui rend le truc complexe derrière. Ok. Écoute, trop bien. C'est un vaste sujet, hein. On pourrait en parler des heures. Hein. Franchement, on a ouvert 2-3 portes, on aurait peut-être pu y aller là-dessus. Aujourd'hui, tes réflexions sont sur quoi? Aujourd'hui, tu t'interroges sur... Est-ce que tu as des sujets sur lesquels tu t'interroges, L'interrogation qu'on a, parce que c'est pas mon premier grand groupe avec un pôle comme ça. Bon, là, c'est la première fois que j'ai un pôle aussi gros, parce que ça n'a jamais été le cas. 30 personnes, c'est quand même beaucoup. On se pose toujours la question de la pérennité de tout ça. Ouais. Ça rejoint, tu vois, l'interrogation qu'on a eue tout à l'heure autour de l'IA, de comment tout ça va faire évoluer les choses. Est-ce que, voilà, on va arriver à, je dirais, montrer suffisamment tôt la valeur du design et du product design, hein. J'ai envie de dire product design, parce que là, j'englobe vraiment la notion de produit suffisamment tôt avant que, je sais pas, les impacts de l'IA puissent se faire ressentir. Enfin, moi, les questions que j'ai, c'est la pérennité autour de tout ça. Et forcément, est-ce qu'on va arriver à aussi pérenniser cette démarche qu'on apporte aujourd'hui, voilà. Après, à un niveau plus large, je me pose toujours la question de... je dirais la maturité dans ces grands groupes, elle met quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et je me dis, mais quand est-ce que, voilà, avec toute l'énergie qu'on met et toutes les personnes qu'il y a dans ces sujets, mais quand est-ce qu'on va arriver à avoir ce switch, quoi? Parce que ça fait quand même 10 ans qu'on parle de cette façon de travailler-là, et on est encore à des trucs à l'ancienne, en mode cycle en V, tu vois. Donc, bon, c'est aussi la question que je me pose, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Comment on peut accélérer ça, quoi? Ouais, est-ce que tu penses que c'est éduquer? Est-ce que c'est mieux expliquer? C'est former? Est-ce que c'est une décision top qui doit descendre, c'est comme ça et c'est comme ça? En fait, je crois pas, on est d'accord, mais tu vois, dans les réflexions, qu'est-ce qui fait que... Je dirais que pour moi, ça vient du début de la formation, parce que tu vois, moi j'interviens dans les écoles. Et dans les écoles aujourd'hui où ils sont formés, alors il y a plein de noms, product design, machin, mais c'est vrai que quand tu mets le nez dedans, si l'intervenant est pas, lui, je dirais, suffisamment mature sur ces sujets-là, bah forcément, le cours qu'il va donner derrière et ce qu'il va apporter aux étudiants, bah, ça va pas être top derrière non plus, quoi. Donc, je pense que ça vient des écoles. Les écoles, elles ont un gros rôle à jouer là-dessus. En plus, elles se disent souvent, on est là pour... faire évoluer les méthodes de travail dans les entreprises du futur, blablabla. Mais elles ont un rôle crucial là-dessus, parce que c'est eux les futurs designers qui arrivent sur le marché. Et si on est encore là à leur parler de trucs très terre-à-terre qui vont dans le sens du delivery, bah forcément, on va avoir du mal à... Parce que c'est toujours des histoires de génération, un peu les changements, on voit que ça se fait avec les générations. Bon, bah, je pense que c'est un peu la même chose finalement dans le monde du travail, quoi. Non, mais je suis assez d'accord, et ça me fait poser la réflexion. Ça me fait beaucoup réfléchir aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de se dire, ces grands groupes ont du mal à changer, ils recherchent toujours ces personnes comme ça, et donc du coup, bah, le but d'une école, effectivement, c'est de faire apprendre, mais c'est de lancer la personne dans le monde du travail et d'avoir un côté peut-être trop décalé, mais décalé dans le sens où pas adapté, en fait, c'est pas décalé, mais pas adapté à ce qu'il va trouver. Exactement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue de ça. Donc au final, c'est un ensemble. Finalement, bon, tu vois, je te dis l'école, mais il y a aussi dans les entreprises, puis il y a aussi une question. La plupart des personnes qui sont des PO, des PM, c'est des prestataires. Donc ça pose aussi la question de... Est-ce que, dans certaines sociétés, ils sont suffisamment formés eux aussi, parce que il y a un sujet sur ces nouveaux rôles qui sont émergents, mais qui sont là maintenant depuis un moment, mais où on voit clairement des PO qui sont des chefs de projet. Ouais. Bon, bah, c'est pas adapté, forcément, et c'est pour ça qu'on a du mal à sortir de là. Et puis, des fois, on va mélanger des vrais PO avec des chefs de projet. Alors là, c'est encore un autre sujet. J'ai des cas comme ça où il y a un PO, un chef de projet, mais clairement, quoi, c'est complètement lunaire, quoi. Mais bon, donc c'est un ensemble, en fait. Je pense qu'il y a aussi le service qui est apporté pour ces grandes structures. Bah, il faut s'assurer que ça correspond bien à ce dont on parle, quoi. Ouais, je comprends, C'est peut-être aussi, déjà d'avoir la volonté de le faire. Là, ce que vous faites avec le studio, déjà depuis 2 ans, c'est hyper bien. Vous amenez justement cette vague de changement. Alors, on essaye. Effectivement, je pense que on a tous l'envie de dire, puis c'est nouveau.
c'est vers ça qu'on a envie, ça apporte de la valeur. Donc il faut le faire le plus vite possible, mais c'est très difficile à faire changer les organisations. Ça met du temps. Je sais pas si c'est difficile, mais c'est très long. Ouais, c'est très long. Très Ah long. bah c'est le principe de ces grandes boîtes et c'est ce qui fait que beaucoup de plus jeunes se lassent aussi. Hein. Ouais. Faut être un peu vieux et sage pour à un moment donné finalement être un peu résilient. Ouais, c'est ça. Mais résilient ne veut pas dire qu'on fait pas. C'est dur à dire. mais ouais, c'est se dire bon, ok, on va faire des fois 3 pas en arrière, mais à un moment donné, pouf, on va faire un saut qui va faire waouh, putain, on a réussi à faire ça. Ouais, mais c'est vrai que ça va pas aussi vite que la société actuelle qui nous dit que tout arrive vite. Je commande sur Amazon, ça arrive vite. Bah non, un changement, ça met plus de temps. C'est clair. Ouais. Donc c'est vrai que et dans ces structures-là qui sont historiquement, c'est des grandes entreprises quand même quoi. Donc oui, il faut accepter que ça prenne du temps et accepter que ça va peut-être pas marcher non plus. Ouais, c'est ça aussi. Mais je pense que l'important, c'est de sentir que ça avance. Voilà. Ça prend le temps que ça prend, mais tant que ça avance, ouais, puis tu vas c'est motivant. Chercher les quick wins qui vont faire des petits, etc. Et puis, t'offres aussi un cadre, un terrain de jeu hyper sympa. Tu vois, de porter une culture produit dans un grand groupe, c'est quand même hyper bien. Un challenge, on va dire. Ouais, mais je pense que ça apporte un vrai plus, quoi. En tout cas, voilà. C'est un challenge qu'on aime bien faire. Après, on verra si ça... Mais oui, non, c'est chouette. On s'amuse bien quand même, globalement. Eh ben, merci beaucoup, Olivia. Merci à toi. Merci. C'était très agréable. J'ai passé un très bon moment. Eh ben, pareil aussi. C'est hyper intéressant. Ouais, tu m'as fait beaucoup réfléchir. Écoute, merci beaucoup. Voilà. Merci.